Après avoir parlé de Casper l'année passée, aujourd'hui pour prolonger Halloween, juste avant le jour des morts, on va rester dans le thème avec le premier gros carton d'un gars dont on va parler pendant quelques mois, Tim Burton. Pour son premier long métrage et tout ce qu'il a fait avant, vous inquiétez pas, je l'oublie pas, on y reviendra dans les semaines qui viennent. Mais tant qu'à faire, autant commencer cette rétro Burton par l'un de ses films qui lui ressemble le plus, et qui se marie parfaitement avec l'ambiance d'Halloween, Beetlejuice, sorti en 88. Quand on voit le résultat final, à quel point tout est hyper burtonien, on pourrait se dire que tout ça vient du réalisateur lui-même, que c'était son idée et que les studios lui ont laissé faire ce qu'il voulait après le joli succès de Pee-wee. Et... alors d'un côté oui, mais en vrai, pas tant que ça. Parce que Beetlejuice est d'abord né dans l'esprit de Michael McDowell, un écrivain et scénariste spécialisé dans l'horreur, dans une version beaucoup moins drôle, où Beetlejuice était un démon ailé, plus tourné vers les meurtres et le sexe, que vers les petites phrases marrantes. Pour cette version du script, un autre réalisateur avait par ailleurs été approché, un gars dont on a déjà parlé lors du premier Cinépop Halloween, Wes Craven. Mais c'est quand Burton débarque sur le projet que le film va trouver son ton final. Il y ajoute sa patte et, à l'aide du scénariste Warren Scarren, fera de Beetlejuice ce qu'il est aujourd'hui. Il travaillera d'ailleurs encore avec Scarren pour son film suivant, Batman. Mais ça, ce sera pour un autre jour. Alors d'accord, le scénario est écrit. Maintenant, il faut trouver quelqu'un pour le jouer, ce Beetlejuice. Quand on connaît le personnage, impossible d'imaginer quelqu'un d'autre que Michael Keaton. Et pourtant, à l'époque, le choix n'était pas du tout aussi évident, puisque Keaton était surtout connu pour ses rôles de Monsieur Tout-le-Monde, et que le premier choix de Tim Burton était Sammy Davis Jr., un chanteur et acteur qui aurait sans doute donné un cachet bien différent au bio-exorciste. Une idée qui sera rejetée en bloc par les producteurs qui lui proposeront Keaton. Ni l'acteur ni Burton ne sont tout de suite emballés, mais après s'être rencontrés et après avoir bien accroché, tous les deux étaient complètement convaincus. Même si Keaton dira plus tard en interview que lors de cette première rencontre, il avait absolument rien compris, mais qu'il aimait bien Burton, alors il a accepté. Et il a clairement bien fait, parce que quand on voit sa filmo, c'est encore un de ses rôles les plus marquants, avec disons Batman et Birdman. Allez, prenez le reste de vos bonbons d'hier et gardez vos déguisements de fantômes, on lance le film. Vu qu'on est chez Burton, le film commence par le survol d'une ville / maquette sur une musique instantanément marquante de Danny Elfman. Ouais, vous allez voir, c'est une constante sur son début de carrière. Et heureusement que c'est une maquette en fait, parce que si cette araignée avait fait la taille d'une maison, le film aurait quand même été vachement différent. Et là, j'essaie d'imaginer les événements du film, mais avec des araignées géantes qui se baladent dans le fond. Ouais non, ça aurait pas été le même film, surtout pour les arachnophobes. Heureusement pour tous ceux qui ont peur de ces bébêtes, notre personnage principal, Adam Maitland, la dégage par la fenêtre, comme si de rien n'était. On rencontre aussi sa femme, Barbara, l'autre personnage principal. Parce que oui, même si le film porte son nom, Beetlejuice n'est pas du tout au cœur du récit, et d'ailleurs il n'a que 17 minutes de temps d'écran. Les deux amoureux sont en vacances, vont vite fait chercher un truc en ville, dans leur magasin, et quand ils reviennent, après avoir voulu éviter un chien, se retrouvent dans la rivière. C'était clairement juste un argument pour qu'ils partent à deux, parce qu'en vrai, Adam aurait très bien pu aller tout seul chercher ses trucs. Ils rentrent chez eux, mais quelque chose semble différent. Ils ne se rappellent plus comment ils sont rentrés, un feu a été allumé chez eux, puis surtout, ils n'ont plus de reflet et trouvent un étrange guide, sorte de manuel Ikea pour les gens récemment décédés. Perspicace la Barbara. Et ouais, notre petit couple est mort dans la rivière, et en conséquence, ils sont bloqués dans leur maison, puisque dès qu'ils essayent de sortir, ils se retrouvent dans un désert, sorte de mélange entre Dune, Salvatore Dali et du LSD, trois éléments qui vont étonnamment très bien ensemble. Ce qui devait arriver arriva, leur maison est vendue, et une famille débarque, les Dietz, Charles et Delia, des bobos new-yorkais bien riches, avec leur fille, Lydia, enfin la fille de Charles, née d'un autre mariage, et si j'en crois la tenue de Lydia, sa mère est décédée et elle porte toujours le deuil. Ouais, je préfère cette théorie-là plutôt que de simplement me dire « Ouais, bah la fille c'est une gothique, alors elle dit des trucs bizarres, elle pense à la mort, et elle s'habille en noir. » Un personnage dont le mal-être n'est pour moi pas assez bien exploité, et plutôt utilisé pour l'humour alors qu'on parle quand même d'une ado qui songe à se suicider. Mais en même temps, tourner la mort en ridicule est un peu le credo du film. Les Dietz s'installent avec leur décorateur, Otto, et ça ne plaît pas du tout aux précédents propriétaires de la maison, qui vont désormais tout tenter pour les faire dégager de là. Non mais vous vous attendiez à quoi? Vous pensiez que votre super grande maison dans un coin super calme allait rester inhabitée pendant des décennies? Enfin, même quand vous étiez en vie, on essayait de la vendre. No, Jane. Leur nouveau but dans la vie, ou plutôt dans la mort en fait, va être de terrifier ces nouveaux occupants. Sauf que, bah, ils sont invisibles, donc c'est un peu compliqué.
Ils font un tour dans le royaume des morts, qui s'apparente plus à un passage à Pôle emploi si leur bureau avait été designé par des expressionnistes allemands, où ils vont apprendre qu'ils sont censés rester dans leur maison pendant 125 ans, ce qui va leur donner fort envie de s'attacher les services de Beetlejuice, sorte de hors-la-loi du monde des morts, efficace mais vachement fouteur de merde. Même si leur conseillère, Juno, leur a dit de pas le faire, tout en leur disant exactement comment faire pour l'appeler. Mais bon, s'il l'avait écouté, il n'y aurait pas eu de film. Ou alors il aurait eu un titre différent. Histoire de quand même essayer, avant de désobéir à Juno, ils se cachent sous des draps, font les petits fantômes de base, mais ça ne fonctionne pas non plus. Par contre, Lydia la gamine peut les voir, pour nous signifier que les adultes ont une vision du monde trop étroite, j'imagine. Même si elle préfère faire des grandes déclarations du genre My whole life is a dark room. I myself am strange and unusual. Au pied du mur, il ne reste plus qu'une seule solution. Beetlejuice. 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 On est presque exactement à la moitié du film et voilà enfin Michael Keaton en Beetlejuice, qui est, disons, en grosse roue libre. Hein ? Le gars débite des phrases salaces à l'appel, s'intéresse de près à ce qui se passe sous la robe de Gina Davis et a les mains très baladeuses. Bref, ça se passe très mal. Du coup, il préfère arrêter les négociations et se passer de lui, ce qu'il prend plutôt mal, lâchant même une F-bombe, ce qui est très rare pour un film familial. Nice fucking model! Ouais, donc ils sont revenus au même point qu'avant. Comme ça, on pourrait avoir l'impression que ça tourne en rond, mais en vrai, ça passe. Et vient alors la fameuse scène de possession. La scène du... teasé dès le début, puisque c'est l'une des chansons qu'écoute Adam un peu après sa mort. Puis c'est aussi une façon de nous montrer que ce qui se passe est bien la faute des Maitlands, utilisant une musique qu'ils aiment. Beaucoup adorent cette scène et perso, je suis pas fan. Je la trouve un petit peu longue et je suis pas forcément connaisseur du travail de Belafonte, donc ça me touche pas plus que ça. Tout ce que j'entends, et c'est un petit peu honteux, mais c'est ça. Ils les font danser, ce qui les convainc que la maison est hantée, mais plutôt que de fuir, ils sont au contraire assez excités par l'idée, veulent rencontrer les fantômes et s'imaginent déjà gagner des millions grâce à cette découverte. Oui, c'est très subtil, c'est des méchants capitalistes opportunistes. Comme ça, j'ai l'air un peu critique, hein, mais je vous promets, j'aime bien le film. Vu qu'ils ne veulent pas les rencontrer, leurs invités s'en vont, alors que vous venez d'être possédés, les gars, enfin vous allez faire comme si de rien n'était alors qu'on vient de vous prouver qu'il y a une vie après la mort. Ils sont complètement débiles. Beetlejuice décide alors de montrer comment faire peur, en se transformant en serpent géant, alors que Barbara et Adam n'ont pas accepté son offre. Mais comme ils ont dit 3 fois son nom, ça doit être suffisant pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Enfin, en tout cas, c'est l'explication que j'ai trouvée. Bon, j'ai l'impression que ça devient un petit peu répétitif et le scénario est clairement pas le truc le plus intéressant du film, donc on va faire un petit bond jusqu'au passage final, dans lequel Otto performe un petit rituel pour faire apparaître Adam et Barbara, histoire d'impressionner le riche investisseur qui est présent ce soir-là. Sauf que c'est une sorte d'exorcisme, une deuxième mort pour les morts, dont parle ce vieux gars à Pôle emploi lors de leur première visite. Et Lydia est obligée d'appeler Beetlejuice à l'aide. Il veut bien l'aider si elle veut bien l'épouser, ce qui le libérerait de sa condition et lui permettrait d'évoluer dans le vrai monde des vrais gens vivants. Vu l'urgence de la situation, elle accepte. Il fait son truc, dans un costume qui semble spoiler les prochaines années de Burton, entre les ailes de chauve-souris façon Batman et le crâne de Jack, enchante les statues de Delia, dont une qui a peut-être inspiré quelqu'un du côté de chez Pixar. Il est prêt à épouser Lydia, mais Barbara débarque avec le serpent des sables, il dégage, tout le monde est content, Lydia reprend goût à la vie et même aux études, les Maitlands ont enfin, dans un sens, l'enfant qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, on remet un petit peu d'Harry Belafonte, et c'est fini. Ah non, avant ça ils ont remis un petit peu de Beetlejuice, parce que le personnage avait tellement plu pendant les projections tests, qu'ils lui ont rajouté quelques minutes. Et ouais, parce que de base il avait encore moins de temps d'écran. Et je vous jure, j'aime beaucoup ce film. J'ai peut-être été un petit peu dur sur l'analyse, parce qu'en vrai, niveau scénar, ça tourne un peu en rond. Mais c'est bien la preuve que quand on regarde tout le film d'une traite, sans avoir à tout analyser, la suspension consentie d'incrédulité fonctionne à fond. Parce qu'en vrai, il y a plein de questions qui méritent d'être posées. Genre pourquoi est-ce que personne ne vient récupérer leurs affaires après leur mort? Comment est-ce qu'ils ont appris tout d'un coup à posséder un groupe de personnes? Où est-ce qu'ils sont partis, eux? Comment est-ce que Barbara a dressé le serpent? Ou pourquoi est-ce que ce chien est un connard? Vraiment, je suis team chien, mais lui, je suis sûr qu'il a fait exprès. On peut aussi regretter une sous-exploitation du personnage de Lydia, qui est juste définie comme une ado gothique dépressive lol. Mais en vrai, quand on regarde juste le film, tout passe tellement bien. Et ça, d'après moi, c'est grâce à Burton et son univers. C'est là qu'on rentre dans la grande force du film. La mise en place de son univers complètement barré.
qui ne devraient avoir aucun sens, mais auxquels on croit à 100%. Ah bah oui, quand tu meurs, c'est comme quand tu vas pointer au chômage, tu peux pas sortir de chez toi sinon tu finis sur Saturne et il y a des vers des sables qui veulent te bouffer, puis il faut rester dans ta maison pendant 125 ans. Pourquoi 125 ans? Où est-ce qu'on va après? Enfer, paradis? Nulle part? Kazakhstan? Pourquoi Saturne? Pourquoi est-ce que Miss Argentine s'est suicidée? Ben vous savez quoi? Quand on mate le film, on s'en fout complètement. Quand on connaît l'univers de Burton, j'ai l'impression qu'ici, dès son deuxième film, sa patte est plus présente que jamais, avec le personnage en décalage de la société, cheveux noirs ébouriffés, avatar du réalisateur, l'influence évidente de l'expressionnisme allemand, en particulier le cabinet du docteur Caligari, les rayures, les monstres bizarres, la motion capture. En 92 minutes, on a le meilleur résumé de tout ce qui fera la réputation de Burton, sans Johnny Depp, mais ça viendra. Il y rencontrera aussi certains acteurs qui feront un bout de chemin avec lui, comme Jeffrey Jones, présent dans Ed Wood et Sleepy Hollow, Winona Ryder, inoubliable dans Édouard aux mains d'argent, et prêtant sa voix dans Frankenweenie, Michael Keaton qui sera 2 fois son Batman, puis une sorte de satire de Walt Disney dans le Dumbo de 2019, Sylvia Sidney qui sera la fameuse mamie dans Mars Attack, ou même Catherine O'Hara qui doublera Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, et plusieurs personnages dans Frankenweenie. Avant que vous vous excitiez dans les commentaires, je sais que Burton n'a pas réalisé L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais on en parlera en détail le 24 décembre. Puis pardon, mais parlons de Catherine O'Hara. Devant Alec Baldwin, Michael Keaton, Winona Ryder, Gina Davis, c'est bien elle, que tout le monde connaît pour être la fameuse maman de Maman j'ai raté l'avion, qui me fait le plus rire. Son personnage de raté suprême, mauvaise artiste, mauvaise belle-mère et mauvaise compagne, avec un ego tellement énorme qu'elle ne se rend pas compte de son incompétence totale, me tue à chaque fois. Et elle a pour moi certaines des meilleures répliques du film. Mais tant qu'on est sur le casting, il y a pour moi aucune fausse note. Ça va faire décoller la carrière de Ryder, et c'est mérité. Baldwin et Davis sont parfaits, et puis Keaton, je l'ai déjà dit, mais en 17 minutes, être aussi mémorable, fallait le faire. Sans ce rôle-là d'ailleurs, c'est peut-être plus ou moins certain qu'il n'aurait jamais été Batman, et par extension, jamais Birdman non plus. On comprend mieux pourquoi tous ces acteurs ont accepté de rempiler pour Beetlejuice 2, qui arrivera l'année prochaine. En parlant de suite, après le succès du premier, elle avait déjà été mise en projet, et devait se passer à Hawaï dans l'univers du surf, parce que ça faisait marrer Burton tant les deux univers n'avaient rien à voir. Le projet sera annulé parce que Burton et Keaton étaient occupés sur Batman le défi, et franchement je crois que c'est mieux comme ça, en espérant qu'il soit plus inspiré pour celui qui vient de tourner. Ce que j'aime aussi pas mal dans le film, c'est qu'il retourne le cliché du film de fantôme, se plaçant du côté des morts, dont l'existence est finalement aussi chiante et bureaucratique que celle des vivants, et qui se retrouvent hantés par des vivants justement. Les rares autres films à faire ça ne peuvent pas être cités puisqu'en général ça gâche leur twist. Et si vous savez de quel film je parle, surtout un en particulier sorti au début des années 2000, j'espère que vous avez bien flippé. Et le choix d'utiliser presque uniquement des effets pratiques rend le film complètement intemporel. Je connais des films de 2023 avec des effets spéciaux qui ont moins bien vieilli que ceux-là, qui datent quand même de 1988. Alors oui, c'est parfois très kitsch, mais perso je trouve que ça se marie totalement avec le reste. C'est pas parfait, il y a quelques soucis de ton, des trucs qui peuvent faire lever un sourcil aujourd'hui, mais dans le genre divertissement familial pour Halloween, on a rarement fait mieux que Beetlejuice, et ça mérite pour moi un bon 15 sur 20. Merci d'avoir maté cette vidéo, on se retrouve ce week-end pour Mulan, que j'ai repoussé pour sortir cette vidéo à temps, et pour ceux qui veulent plus de Burton, rendez-vous dans les semaines qui viennent pour son début de carrière et puis oui, et surtout en décembre pour revenir sur 4 de ses films. Ciao!